Imaginez une seule journée sans café. Plus d'odeurs qui envahissent la cuisine au petit matin. Plus de pauses entre collègues autour d'une tasse fumante. Plus de café bondé où l'on refait le monde pendant des heures. Pour des milliards de personnes, ce simple scénario paraît presque impossible. Pourtant, il y a plusieurs siècles, personne n'avait jamais goûté une seule goutte de café. Alors une question s'impose, comment une petite baie poussant sur quelques montagnes d'Afrique est-elle devenue l'une des boissons les plus consommées de toute l'histoire de l'humanité? L'histoire commence dans les hauts plateaux d'Éthiopie. C'est là qu'est née la légende la plus célèbre sur l'origine du café. On raconte qu'un jeune berger nommé Kaldi remarqua un comportement étrange chez ses chèvres. Après avoir mangé les fruits rouges d'un arbuste inconnu, les animaux semblaient infatigables. Ils couraient, sautaient et restaient éveillés jusque tard dans la nuit. Intrigué, Kaldi goûta lui aussi ses baies et ressentit une énergie inhabituelle. Cette histoire est racontée depuis des siècles. Elle est fascinante, mais les historiens rappellent qu'aucune preuve ne confirme qu'elle se soit réellement produite. C'est probablement une légende inventée bien plus tard pour expliquer l'origine du café. Pourtant, comme beaucoup de grandes histoires, elle contient peut-être une part de vérité. Car l'Éthiopie est bien le berceau naturel du caféier. Les premières preuves historiques apparaissent plusieurs siècles plus tard, de l'autre côté de la mer Rouge, au Yémen. Vers le XVe siècle, des communautés soufis préparent une boisson à partir des grains de café torréfiés. Leur objectif n'est pas de se faire plaisir. Ils cherchent surtout à rester éveillés pendant les longues nuits de prière et de méditation. Sans le savoir, ils viennent de transformer une simple plante en une boisson qui changera le monde. Très vite, cette nouvelle boisson attire l'attention. Les marchands la transportent de ville en ville. Les ports du Yémen deviennent les premiers grands centres du commerce du café. Le port de Moka, en particulier, acquiert une réputation immense. Aujourd'hui encore, le mot Moka rappelle cette époque où presque tout le café destiné au reste du monde passait par cette région. Mais le café ne voyage pas seul. Avec lui circulent des idées, des cultures et des habitudes nouvelles. En arrivant dans les grandes villes de l'Empire ottoman, comme le Caire, Damas ou Istanbul, il rencontre un succès spectaculaire. C'est alors qu'apparaissent les premiers cafés publics. Ils ne ressemblent pas aux établissements modernes, mais leur rôle est déjà essentiel. On s'y retrouve pour discuter de politique, écouter des conteurs, jouer aux échecs, débattre de religion ou simplement rencontrer des amis. Ces lieux deviennent rapidement des centres de la vie sociale. Et c'est précisément ce qui inquiète certains dirigeants. Centaines de personnes réunies au même endroit, échangeant librement leurs idées. Pour plusieurs autorités, cela représente un risque. À différentes périodes, certains souverains tentent même d'interdire le café ou de fermer les cafés publics. Officiellement, ils évoquent des raisons religieuses ou morales. En réalité, beaucoup craignent surtout les discussions politiques qui naissent autour d'une simple tasse. Ces interdictions ne durent jamais très longtemps. À chaque fois, la demande revient encore plus forte. Les habitants continuent à boire du café en secret ou ouvrent de nouveaux établissements dès que les interdictions disparaissent. Le café démontre déjà une incroyable capacité à survivre à toutes les tentatives de contrôle. Pendant ce temps, les marchands européens découvrent eux aussi cette mystérieuse boisson venue d'Orient. Les premiers voyageurs la décrivent avec curiosité. Certains adorent son goût, d'autres la trouvent beaucoup trop amère. Lorsqu'elle arrive en Europe au XVIIe siècle, le débat est immédiat. Pour certains religieux, cette boisson venue du monde musulman inspire la méfiance. Certains vont même jusqu'à la qualifier de boisson du diable. La polémique prend une telle ampleur qu'une décision exceptionnelle devient nécessaire. Selon une tradition largement racontée, le pape Clément VIII aurait accepté de goûter lui-même cette étrange boisson avant de prendre une décision. Après l'avoir dégustée, il l'aurait tellement appréciée qu'il aurait refusé toute interdiction, même si les détails exacts restent discutés par les historiens. Une chose est certaine, le café poursuit son expansion dans toute l'Europe. À Londres, Paris, Vienne, Venise ou Amsterdam, les cafés ouvrent les uns après les autres. Très rapidement, ils deviennent les lieux favoris des écrivains, des philosophes, des commerçants et des scientifiques. Certains les surnomment même les universités à un sou. Pour le prix d'une tasse de café, chacun peut écouter des débats passionnants, rencontrer des intellectuels ou découvrir les dernières nouvelles venues du monde entier. À une époque où les journaux restent rares et où Internet est évidemment inexistant, le café devient un véritable réseau social avant l'heure. Dans plusieurs cafés londoniens, des commerçants échangent des informations sur les cargaisons arrivant des quatre coins du monde. Peu à peu, certains établissements donnent naissance à de grandes institutions financières. Le célèbre marché d'assurance Lloyds of London trouve d'ailleurs ses origines dans un café fréquenté par les marchands maritimes. Le café accompagne aussi l'essor des Lumières. Penseurs comme Voltaire, Diderot ou Rousseau fréquentent régulièrement les cafés, où les discussions intellectuelles deviennent de plus en plus influentes. Mais pour satisfaire cette demande grandissante, il faut produire beaucoup plus de café.
Le problème est que le Yémen garde longtemps le contrôle de cette culture. Les autorités empêchent même l'exportation de graines capables de germer afin de conserver leur monopole. Cette stratégie ne dure pas éternellement. Au fil des décennies, des plans quittent discrètement la péninsule arabique. Les Européens commencent à cultiver le café dans leurs colonies d'Asie, des Caraïbes et d'Amérique du Sud. C'est finalement le Brésil qui va bouleverser toute l'histoire, grâce à son immense territoire, à son climat favorable et à l'expansion de ses plantations au XIXe siècle. Le pays devient progressivement le premier producteur mondial. Pendant de nombreuses décennies, une grande partie du café consommé sur Terre provient du Brésil. À partir de ce moment, le café cesse d'être un produit réservé aux élites. Les progrès du transport maritime, du chemin de fer puis de l'industrie permettent d'en réduire progressivement le prix. Dames familles de toutes les catégories sociales peuvent désormais commencer leur journée avec une tasse de café. Au XXe siècle, tout s'accélère encore. Les méthodes de torréfaction s'améliorent. Le café soluble apparaît. Les grandes marques internationales investissent des milliards pour diffuser leurs produits partout sur la planète. Les machines à expresso révolutionnent la consommation dans de nombreux pays. Puis arrive une nouvelle révolution, celle des chaînes de café modernes. Boire un café ne consiste plus seulement à lutter contre la fatigue. C'est devenu un moment de détente, un rendez-vous entre amis, une pause pendant le travail ou un espace pour étudier pendant des heures avec un ordinateur portable. Mais pourquoi le café connaît-il un tel succès alors que tant d'autres boissons existent? La première réponse est scientifique. La caféine agit sur notre cerveau en bloquant certains récepteurs responsables de la sensation de fatigue. Résultat, nous nous sentons plus éveillés, plus concentrés et parfois plus motivés. Mais ce n'est pas toute l'explication. Le café est aussi une habitude profondément culturelle. Chaque pays possède ses traditions. En Italie, l'expresso se boit rapidement au comptoir. En Turquie, la préparation est devenue un véritable patrimoine culturel. En France, les terrasses de café font partie de l'identité des villes. Dans les pays nordiques, le café accompagne presque chaque réunion. En Amérique du Sud, il représente souvent une fierté nationale. Autrement dit, nous ne buvons pas seulement du café pour son goût, nous buvons aussi des souvenirs, des traditions, des rencontres et parfois même un peu de réconfort. Aujourd'hui, plusieurs milliards de tasses sont consommées chaque jour dans le monde. Derrière chacune d'elles se cache une histoire vieille de plusieurs siècles, faite de légendes, de commerces, de voyages, de découvertes scientifiques et de bouleversements culturels. Finalement, la véritable question n'est peut-être pas de savoir pourquoi le café est devenu si populaire. La vraie question est de savoir ce que notre monde serait devenu sans lui. Les cafés auraient-ils joué le même rôle dans les grandes révolutions intellectuelles? Certaines idées auraient-elles circulé aussi rapidement? Nos habitudes quotidiennes seraient-elles complètement différentes? Une simple graine venue des montagnes d'Éthiopie a traversé les mers, survécu aux interdictions, conquis les empires, accompagné les plus grands penseurs et fini par entrer dans la routine quotidienne de milliards d'êtres humains. C'est sans doute ce qui rend son histoire aussi extraordinaire. Derrière chaque tasse se cache un voyage de plusieurs siècles qui continue encore aujourd'hui. Et vous, à votre avis, quel pays prépare le meilleur café au monde? Préférez-vous un expresso italien, un café turc, un café filtre ou une autre spécialité? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a surpris, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur les objets et les habitudes qui font partie de notre quotidien, sans que nous connaissions vraiment leur incroyable origine.